Bismillah, je continue dans le cadre de la cinématique et cette fois-ci on va discuter la nature du mouvement. Est-ce qu'il est uniforme, accéléré, retardé, uniformément varié, etc. Donc voilà, je vais commencer par la définition de l'accélération. Le vecteur accélération, c'est la dérivée par rapport au temps du vecteur vitesse. Donc, j'ai dv vecteur est égal à a vecteur fois dt. Si le vecteur accélération est constant, en module, en sens, en direction, dans ce cas, cette relation qui est vérifiée pour les infiniment petits dv et dt sera vérifiée aussi pour les variations finies delta v vecteur égale a vecteur fois delta t. Donc dv mutanahi sirar, c'est des infiniment petits, et delta v c'est une variation finie, taghayyur mutanahi. Donc si j'écris ça, donc j'ai cette relation dv delta v égale a fois delta t, donc pendant l'intervalle de temps delta t. Donc a, je l'écris comme étant accélération tangentielle fois ut. Donc je rappelle l'expression a, le vecteur a, c'est l'accélération tangentielle fois le vecteur tangentiel qui est parallèle à la vitesse, plus l'accélération normale fois le vecteur unitaire normal. Et v, c'est v fois ut. Donc si je compare, je trouve que la vitesse possède uniquement la composante suivant ut, c'est normal, le vecteur vitesse est tangent à la trajectoire. Par contre, le vecteur accélération possède une composante parallèle à la vitesse, parallèle à ut, donc parallèle à la vitesse, et une composante qui est normale à la vitesse, c'est-à-dire perpendiculaire à la vitesse. Donc, delta v, si j'écris a sous cette forme, delta v va s'écrire sous la forme at fois delta t fois ut. C'est la composante qui est parallèle à la vitesse, je l'appelle delta v parallèle à la vitesse, et an delta t un, c'est la composante qui est perpendiculaire à la vitesse, donc je l'appelle delta v perpendiculaire à la vitesse. La variation du vecteur de vitesse se compose d'une variation parallèle à la vitesse et d'une variation perpendiculaire à la vitesse. Je vais abréger la notation à cause des dessins. Donc je vais écrire Vt plus delta t est égal à Vt plus delta v. Ça c'est la définition. Maintenant Vt plus delta t, je vais l'écrire V', et V de t, je vais l'écrire V. Et je vais considérer 4 cas particuliers. Après, je passerai au cas général. Le premier cas, c'est le cas où delta v égale à 0. C'est-à-dire que tout simplement, l'accélération ici est égale à 0 parce que delta t égale, il n'est pas égal à 0, pardon. Si delta v égale à 0, d'après cette relation, j'ai V' qui est égal à V. Pardon, donc ici, ça n'apparaît pas bien, c'est V. Hein. Donc je vais effacer et peut-être mieux réécrire. Non, je vais faire ça. J'efface. Donc V' égale à V. Autrement dit, le vecteur vitesse ne change pas. Dans ce cas, j'ai un mouvement rectiligne et uniforme. Rectiligne parce que la direction de V ne change pas, et uniforme parce que le module de V ne change pas. Je considère maintenant un deuxième cas, où j'ai l'accélération tangentielle qui est nulle. C'est-à-dire que la composante parallèle de delta V est égale à 0. Donc il ne reste que la composante perpendiculaire. Donc je dessine V, comme tout à l'heure.
je dessine delta V bar, soit vers le bas, delta V perpendiculaire, soit vers le bas, soit vers le haut. J'ai pris l'exemple du bas, c'est juste un exemple. Et donc j'ai V plus delta V perpendiculaire, mais dans ce vecteur V'. Donc je vois que la direction de V a changé. Donc le mouvement n'est pas rectiligne. Le mobile va tourner. Par contre, le module de V, il est le même. Pourquoi il est le même? Bon, si je regarde, je trouve que c'est un triangle rectangle avec V' comme hypoténuse. Normalement, V' en module est plus grand que V. Mais quand on travaille avec des petites quantités, delta V bar, qui est très petit devant 1, c'est fini, mais très petit devant 1, dans ce cas, le module de V est égal au module de V' et on peut le montrer avec des méthodes que vous n'avez pas encore étudiées. C'est ce qu'on appelle des développements au premier ordre. Et la différence entre les deux, c'est une quantité du deuxième ordre. Par exemple, si vous avez delta V qui est égal à 0,01, c'est-à-dire 10 puissance moins 2, la différence entre V et V', elle va être de l'ordre de 10 puissance moins 4, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui n'entre pas dans les approximations que vous utilisez. Donc je vous demande de l'admettre. Voilà, donc qu'est-ce qu'on retient? Si delta V parallèle est égal à 0, ou bien AT égale à 0, par contre, AN est différent de 0 et delta V perpendiculaire est différent de 0, vous avez le module de V qui ne change pas, mais la direction de V, elle change. Donc c'est un mouvement curviligne, mais il est uniforme. Dans le cas contraire, quand j'ai AN égale à 0, c'est-à-dire que delta V perpendiculaire est égal à 0. Donc il ne reste que delta V parallèle. J'ai deux cas. Soit delta V est dans le sens de V, soit delta V est dans le sens contraire de V. Si delta V est dans le sens de V, donc je vais V plus delta V, voici V'. Il a la même direction que V, donc c'est un mouvement rectiligne, mais son module est plus grand que celui de V, donc c'est un mouvement accéléré. Dans le cas contraire, on a V' en module qui est plus petit que V, c'est un mouvement retardé. Donc on va résumer tout ça dans des tableaux. Donc si l'accès, donc je vais raisonner, au lieu de parler maintenant de V, delta V perpendiculaire, delta V parallèle, je vais parler de l'accélération normale, accélération tangentielle. Quand je parle de l'accélération, je suis en train de parler de delta V complet. Quand je parle de l'accélération normale, je suis en train de parler de delta V perpendiculaire. Quand je parle de l'accélération tangentielle, je parle de delta V parallèle. C'est la même chose, on l'a vu dans cette formule. Delta V perpendiculaire, c'est AN, et delta V parallèle, c'est AT. Donc je résume. Vecteur accélération égale 0 dans un intervalle de temps. L'accélération normale est nulle, donc la direction de V est constante, donc le mouvement est rectiligne. Donc accélération normale égale à 0, mouvement rectiligne. Si AT égale à 0, donc c'est le module de V qui est constant, et dans ce cas le mouvement est uniforme. Si j'ai A qui est égal à l'accélération normale uniquement, donc j'ai l'accélération normale qui est différente de 0, donc la direction de V direction de V n'est pas constante, donc le mouvement est curviligne. Par contre, AT égale à 0, le module de V est constant et le mouvement est uniforme. Dans les deux autres cas, nous avons A qui est égal à AT fois UT. Avec UT, gardons la même direction, donc je peux le prendre égal à I. Dans ce cas, l'accélération normale, elle est nulle. Il n'y a que l'accélération tangentielle. Donc la direction de V, elle est constante. Donc le mouvement est rectiligne. Dans le cas où dans ce cas, AT est parallèle à V et dans le même sens que V. Donc delta V, le module de V, va augmenter.
Donc c'est un mouvement accéléré. Donc on voit que delta V, donc AT, delta V c'est AT, delta V parallèle c'est AT, elle est dans le sens de V. Donc le module de V a augmenté et le mouvement est accéléré. Dans le dernier cas, toujours, nous avons un n égale à 0, donc la direction de V constante et le mouvement est rectiligne. Par contre, AT est parallèle à moins V. Delta V est parallèle et dans le même sens que moins V. Dans ce cas, le module de V diminue et le mouvement est retardé. Alors ce tableau, si je veux raisonner en termes des accélérations et des vitesses directement, ce tableau il correspond au vecteur A égale à 0. Celui-ci, il correspond au produit AT fois V qui est égal à 0, avec V différent de 0, bien sûr. Si V est égal à 0, nous sommes à l'arrêt. Donc, dans ce cas, c'est V qui est différent. Mais AT fois V est égal au produit scalaire de A fois V. Je vais le montrer tout de suite. Dans le dernier tableau, donc, si j'ai AT fois V égale à 0 avec V qui est différent de 0, ça veut dire que l'accélération tangentielle est nulle. Donc j'ai un mouvement uniforme. Pour dire qu'il est curviligne, il faut vérifier qu'un n est différent de 0. Il faut vérifier que le vecteur A est différent de 0. Dans le troisième cas, j'ai AT fois V. A et V, le vecteur A et V, donc delta V et V, sont dans le même sens. C'est-à-dire que le cosinus entre l'angle entre les deux est inférieur à pi sur 2. Ici, c'est 0. Et donc, si je fais le produit scalaire, je trouve module de A fois module de V fois cosinus 0 qui est égal à 1. Donc, c'est supérieur à 0. Donc, quand je trouve AT fois V supérieur à 0, j'ai un mouvement accéléré. Ou bien, je calcule le produit scalaire A fois V, j'ai un mouvement accéléré quand c'est supérieur à 0. Dans le dernier cas, j'ai delta V qui est vers la gauche et V qui est vers la droite. Ça veut dire que l'accélération, elle est comme ça. Donc, l'accélération, si je la dessine ici, ça c'est l'accélération. Et l'angle entre les deux, c'est pi. Donc, si je fais le produit scalaire A fois V, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens module de A fois module de V fois cosinus de pi qui est égal à moins 1. Et j'obtiens quelque chose de négatif. Donc, j'ai A fois V, vecteur A scalaire vecteur V, égale toujours AT fois V, ça c'est toujours vérifié, l'accélération tangentielle fois la valeur algébrique de V. Et dans ce cas particulier, l'accélération tangentielle, c'est toute l'accélération, et je la trouve inférieure à 0. Donc je résume. Vecteur A égale à 0, mouvement rectiligne et uniforme. Vecteur A différent de 0, et le produit scalaire A fois V égale 0. Mouvement curviligne uniforme. Avec A, bien sûr, différent de 0. Et V différent de 0. Si A fois V supérieur à 0, j'ai un mouvement accéléré. Mais il faut vérifier que AN égale à 0 pour dire qu'il est rectiligne. Si j'ai A fois V inférieur à 0, je suis sûr que le mouvement est retardé. Il faudra vérifier que AN est égal à 0 pour dire qu'il est rectiligne. Maintenant, je vous montre pourquoi A scalaire V égale AT fois V. Alors, je rappelle le produit scalaire, A scalaire B, de deux vecteurs quelconques, c'est AX BX plus AY BY. C'est la première formule. Je peux utiliser un autre système de coordonnées. Au lieu des coordonnées cartésiennes, je peux utiliser les coordonnées intrinsèques, parce que le repère UT, UN, il est orthonormé. Donc je peux écrire A indice T fois B indice T plus A indice N fois B indice N. Donc tangentiel fois tangentiel plus normal fois normal. Je peux encore utiliser les coordonnées polaires AR, BR. Donc
A radial fois B radial, plus A θ fois B θ, donc A transversal fois B transversal. Donc ça c'est la première formule, je l'écris dans n'importe quel système que je veux. La deuxième formule, c'est celle que vous connaissez bien, c'est le module de A fois le module de B fois cosinus de l'angle entre A et B. Maintenant, je vais appliquer la première formule au vecteur V qui est égal à V fois UT et au vecteur A qui est égal à AT UT plus AN UN. Donc, si je fais le produit scalaire, qu'est-ce que je vais écrire? Donc, V fois AT plus sur N, sur UN, V est nul, donc c'est AN fois 0. Donc, on continue cette étude dans le cas plus général. Donc, le cas général, c'est quoi? C'est qu'on a V et delta V, il est quelconque. Et j'ai V'. Je vois que V' a changé en même temps en direction et en module. Il est devenu plus petit. Donc, comment je fais pour savoir si le mouvement est accéléré ou retardé, curviligne ou rectiligne? Je décompose delta V en une composante perpendiculaire et une composante parallèle. Et je vois que la composante parallèle, elle est opposée à V. Donc, V va diminuer au module. C'est un mouvement retardé. Il y a une composante perpendiculaire, donc le mouvement est curviligne. Je rappelle, delta V parallèle, c'est AT, et delta V perpendiculaire, c'est AN. Donc pour ce premier cas, qu'est-ce que je vais dire? L'accélération normale est différente de 0, donc la direction de V n'est pas constante et le mouvement est curviligne. L'accélération tangentielle, elle est dans le sens opposé de V. Donc le module de V va diminuer et le mouvement sera retardé. Dans le deuxième cas, je prends delta V qui est à peu près dans le même sens que V. Dans le premier cas, delta V, regardez, il est évident qu'elle est dans le sens contraire de V. Je fais la même chose, V plus delta V me donne le vecteur V'. Je décompose delta V en V parallèle et en V perpendiculaire. Et je vois que delta V parallèle, ce n'est pas V parallèle, delta V parallèle, elle est dans le même sens que V. Donc le module va augmenter, c'est un mouvement retardé. Delta V perpendiculaire existe, donc le mouvement sera curviligne. Comment je dis ça en termes d'accélération? L'accélération normale qui est delta V perpendiculaire est différente de 0, donc la direction de V n'est pas constante et le mouvement est curviligne. AT est parallèle à V cette fois-ci et dans le même sens que V, donc le module de V va augmenter et il est accéléré. Quelques petites remarques. Si on arrive à montrer que dans un mouvement curviligne, le rayon est constant, on peut dire que le mouvement est circulaire. Si AN est égal à 0, donc AT égale à A, nous avons un mouvement rectiligne, ça on en a parlé. Maintenant, si l'accélération tangentielle est constante, ça veut dire que delta V est constante pour des delta T constants. Puisque AT c'est delta V sur delta T, n'oubliez pas. Et donc le mouvement est uniformément varié. Donc dès que vous avez AT égale constante, vous ne dites pas qu'il est retardé, vous dites qu'il est uniformément retardé. Maintenant, si vous ne montrez pas que AT est constante, vous dites qu'il est tout simplement retardé. La même chose pour le mouvement accéléré. Si vous trouvez que AT est parallèle et dans le sens de V, et que AT, sa valeur,
est constante, vous ne dites pas que le mouvement est seulement accéléré, vous dites qu'il est uniformément accéléré. Si AT n'est pas constant, vous dites qu'il est seulement accéléré, mais pas uniformément. Voilà. Donc on a terminé cette discussion, j'espère que vous allez retenir. Donc je répète, AN vous dit si le mouvement est curviligne et pas. AT vous dit si le mouvement est accéléré, retardé, uniformément accéléré, uniformément retardé ou bien uniforme. Si AT égale à 0, le mouvement est uniforme. Si AT est constant, le mouvement est uniformément varié. Si AT est dans le même sens que V, vous avez un mouvement accéléré. Et si AT en plus est constante, donc vous avez un mouvement uniformément accéléré. Et pour le mouvement retardé, il suffit que AT soit dans le sens contraire de V. Et tout ça se résume dans la relation que j'ai écrite tout à l'heure A scalaire V. Si ce produit est supérieur à 0, le mouvement est accéléré, et s'il est inférieur à 0, le mouvement est retardé. Et bien sûr, à chaque fois, vous devez regarder AT et AN. On regarde AN pour dire s'il est curviligne ou rectiligne, et on regarde AT pour voir est-ce qu'il est uniformément varié ou il est tout simplement varié sans variation uniforme de la vitesse. Voilà, avec ça, lorsqu'on a terminé, donc on passe à un exemple d'étude, c'est l'étude du mouvement circulaire. Donc je l'étudie d'abord en coordonnées intrinsèques en termes d'angle. C'est quoi ça? On va le voir. Donc voici la trajectoire du cercle. Il est de rayon R. Voici le point M. Entre 0, entre ce point-là et le point M, nous avons la longueur ST, c'est l'abscisse curviligne. Entre l'axe des X et le rayon R, nous avons l'angle θ. Bien sûr, on a X qui est égal à R fois cos θ et Y qui est égal à R fois sinus θ. C'est une question de triangle rectangle. Maintenant, la relation qui existe dans un cercle entre l'angle et l'arc, la voici. Il faut la retenir. ds égale le rayon fois dθ. Ça, c'est une relation importante. Maintenant, je vais considérer un exemple. Dans un cercle, le rayon RT, j'ai la coordonnée polaire RT égale à grand R, c'est une constante et je l'ai prise égale à 6 mètres. Par contre, θ de t est égal à moins 1 quart de t au carré plus t fois pi en radian. Vous avez un mouvement. Le point M est en mouvement sur le cercle. Maintenant, je veux calculer la vitesse. En coordonnées intrinsèques, V c'est d de s sur dt. Mais si j'utilise la relation ds égale r dθ, j'obtiens r fois dθ sur dt. dθ sur dt, je l'appelle oméga. Et donc j'ai V qui est égal r fois oméga de t. Oméga de t s'appelle la vitesse angulaire. C'est la vitesse de variation de l'angle. V, c'est la vitesse de variation de l'abscisse curviligne. Et oméga, c'est la vitesse de variation de l'angle. Donc j'ai ds égale r dθ et v égale r oméga. Donc si je calcule dans mon exemple, oméga c'est dθ sur dt égale la dérivée de ça, c'est moins 1 demi de t plus 1 fois pi. Et je la trouve en radian par seconde. Maintenant, je calcule l'accélération tangentielle, bien sûr, et non pas l'accélération normale. L'accélération tangentielle, par définition, c'est d de v sur dt, la dérivée de la valeur algébrique de v par rapport au temps. Mais je viens de montrer que v, c'est r fois oméga.
Donc c'est R fois la dérivée de oméga par rapport au temps. D de oméga sur dt, je l'appelle alpha. Donc c'est AT égale R fois alpha. Alpha c'est quoi? C'est l'accélération angulaire. C'est la dérivée de la vitesse angulaire par rapport au temps. Donc je l'appelle accélération angulaire. Si je dérive oméga, je trouve pi fois moins 1/2. Donc c'est moins pi sur 2 en radians par seconde. Donc nous avons trois relations importantes pour le moment, le mouvement circulaire. Donc V égale R oméga, AT égale R alpha, ça c'est les plus importantes, et puis la relation de laquelle on a tiré tout, c'est ds qui est égal à R fois dθ. Alors pour notre mouvement particulier, si on veut connaître sa nature, d'abord on sait que c'est un mouvement circulaire, parce que c'est les données, d'accord? Donc le mouvement est sûrement circulaire. Maintenant on veut savoir est-ce qu'il est uniforme, est-ce qu'il est uniformément varié, est-ce qu'il est accéléré, retardé, etc. Donc d'après ce qu'on a appris, qu'est-ce qu'on fait? On fait le produit de l'accélération tangentielle fois la vitesse. Mais l'accélération tangentielle, c'est R fois alpha avec R constante positive. Et V, c'est R fois oméga avec R constante positive. Donc au lieu de faire le produit V fois AT, je fais le produit oméga fois alpha. C'est la même chose. Donc je dois étudier les signes de oméga et de alpha. J'étudie d'abord le signe de oméga. Alors oméga c'est moins 1/2 de t plus 1 fois pi. Alors oméga est égal à 0 lorsque t égale à 2 secondes. Donc en 2 secondes, oméga égale à 0. Par contre, l'accélération alpha, elle est toujours constante et elle est négative. Entre 0 et 2, oméga, elle est positive. Entre t égale à 0 et 2 secondes. Oméga, elle est positive d'après cette expression qui est simple. À partir de 2, elle est négative. Donc maintenant, si je fais le produit alpha fois oméga, qu'est-ce que je vais trouver? Ici, positif fois négatif, ça me donne négatif. Donc, ça veut dire que oméga va diminuer en module. Ici, nous avons oméga négatif et alpha positif. Négatif aussi, pardon. Le produit est positif. Donc, oméga va augmenter. Dans ce cas, on dit que le mouvement est circulaire. C'est donné. Rayon constant. Uniformément retardé. Retardé parce que alpha fois oméga est inférieur à 0. Il est uniformément retardé parce que alpha, qui est l'accélération tangentielle, elle est constante. Dans le deuxième cas, le mouvement est circulaire, uniformément accéléré. Circulaire, toujours, c'est une donnée. Uniformément parce que l'accélération tangentielle ou bien alpha est constante. Et il est accéléré parce que alpha fois oméga ou bien AT fois V est supérieur à 0. J'espère que cet exemple vous a montré comment on étudie la nature d'un mouvement. Maintenant, je vais étudier le mouvement circulaire en coordonnées polaires puis en coordonnées cartésiennes. D'abord, θ c'est une coordonnée polaire et petit r et grand R qui est petit r aussi, c'est une coordonnée polaire. Donc en réalité, j'ai commencé par donner les équations paramétriques en coordonnées polaires. Et à partir de là, j'ai travaillé en coordonnées intrinsèques. Je reviens maintenant aux coordonnées polaires. Donc je dessine d'abord les vecteurs unitaires. Le vecteur UR, il va de haut, de l'origine au point M. Le voici. Le vecteur Uθ transversal, il est perpendiculaire à UR et dans le sens positif, donc comme ça. Le sens positif dans le plan XY, c'est quand on va de X vers Y. Maintenant, je dessine les vecteurs unitaires des coordonnées intrinsèques. UT, il est tangent à la trajectoire, donc
perpendiculaire au rayon. Il est dirigé vers le haut et dans le sens positif, de x vers y. UN est dirigé vers le centre de la courbure, donc il est dirigé vers haut. Et il est perpendiculaire à UT, donc il est parallèle au rayon. Et dans ce dessin-là, qu'est-ce que je remarque? Je remarque que Uθ, c'est le même que UT. Ils sont parallèles, donc Uθ égale à UT. Par contre, UR est égal à moins UN. Ils sont opposés. Bon, j'ai écrit ici que x égale r cos θ en coordonnées polaires et y égale r sinus θ en coordonnées polaires aussi. Mais dans ce cas-là, j'ai r qui est constant, qui est égal à grand R, et là aussi. Voilà, donc on retient ça. Pardon, j'ai oublié quelque chose d'important. On a dit que, quand on a étudié les coordonnées intrinsèques, on a dit qu'on étudie S, V et AT comme dans le cas d'un mouvement rectiligne. Et comme S est proportionnel à θ, V est proportionnel à oméga et A alpha proportionnel, pardon, A alpha proportionnel à alpha. La constante de proportionnalité, c'est R, c'est la même. Donc au lieu de travailler à S, V et AT, pour le moment circulaire, on travaille avec θ, oméga et alpha. D'ailleurs, c'est ce qu'on a fait dans le tableau. Voilà, maintenant je passe aux coordonnées polaires. Donc en coordonnées polaires, je réécris les équations paramétriques. R de t égale R égale à 6 et θ de t égale moins 1 quart t au carré plus t plus fois pi. Pour être méthodique en coordonnées polaires, il vaut mieux au début calculer la dérivée première et la dérivée de seconde de R et la dérivée première et la dérivée seconde de θ. Donc, dans notre cas, d de R sur dt égale à 0 et la dérivée seconde de R, c'est aussi 0. La dérivée première de θ, c'est la vitesse angulaire, on l'a déjà calculé, c'est moins 1 demi de t plus 1 fois pi. La dérivée seconde de θ, c'est l'accélération angulaire alpha, on l'a déjà calculé, c'est moins pi sur 2. Après, quand on a calculé les dérivées des coordonnées, on passe aux vitesses. La vitesse VR, c'est d de R sur dt, c'est 0. Vθ, c'est R fois dθ sur dt. Donc R, c'est grand R, et dθ sur dt, c'est oméga. Donc Vθ égale R fois oméga, c'est V. On a tout à l'heure vu que V est égal à R fois oméga. Donc dans le mouvement circulaire, la vitesse radiale est nulle et la vitesse transversale, c'est elle-même la vitesse, carrément. Maintenant pour l'accélération radiale, c'est d2 de R sur dt2 moins R dθ sur dt, le tout au carré. Donc si je remplace la dérivée seconde, elle est nulle, il ne reste que moins grand R dθ sur dt oméga au carré. Donc AR, c'est moins grand R fois oméga au carré. Mais oméga, c'est V sur R. Donc je remplace moins R fois V au carré sur R au carré. Je simplifie par R, je trouve moins V au carré sur R. Mais V au carré sur R, on a vu que c'était l'accélération normale. Donc on trouve que AR, l'accélération radiale, c'est moins l'accélération normale. Pour l'accélération transversale à θ, la formule c'est R, dérivée seconde de θ sur dt2, plus 2 fois la dérivée de R fois la dérivée de θ. Donc, comme la dérivée de R est nulle, il ne reste que le premier terme. Le premier terme, c'est petit r qui, dans notre cas, est grand R. Donc, c'est R. La dérivée seconde de θ, c'est alpha. C'est la vitesse angulaire. Mais on a vu tout à l'heure que R fois alpha, c'était l'accélération tangentielle. Donc, l'accélération transversale des coordonnées polaires est égale à l'accélération tangentielle des coordonnées intrinsèques. Ça, c'est pour le mouvement circulaire uniquement, pas autre chose.
on peut faire une petite vérification. Donc, sachant que ut égale uθ et un égale moins ur, c'est ce que j'ai montré dans le dessin tout à l'heure. Donc, si je calcule le vecteur vitesse en coordonnées polaires, on a trouvé VR qui est égal à 0, donc il reste Vθ fois Uθ. Mais on vient de voir que Vθ c'est V et Uθ c'est Ut. Donc on obtient V fois Ut. Donc on obtient la bonne formule qui est celle des coordonnées intrinsèques. Donc il y a compatibilité entre les deux formules. Si je calcule l'accélération, le vecteur accélération en coordonnées polaires, c'est AR UR plus Aθ Uθ. Mais on a montré que AR est égal à moins AN et UR c'est moins UN. Aθ c'est AT et Uθ c'est UT. Donc j'obtiens AT UT plus AN UN. C'est la bonne formule en coordonnées intrinsèques. Donc à partir des coordonnées polaires, j'ai bien retrouvé les formules générales des coordonnées intrinsèques. Donc ça c'était une vérification. Maintenant si je veux travailler en coordonnées cartésiennes, donc j'avais dans le schéma montré que x était égal à r cos θ et y était égal à r sinus θ. Maintenant, pour calculer Vx et Vy, je dois dériver x et y par rapport au temps. Alors sinus θ, n'oubliez pas, θ dépend du temps. Sinus θ, c'est une fonction composée. Elle est de la forme. Donc je dérive. Pour dériver sinus θ, c'est comme dériver f de g de t. Le prime désigne la dérivée par rapport au temps ici. La formule que vous connaissez bien, c'est g' de t fois f' de g de t. Dans notre cas, f c'est cos et g de t c'est θ de t. Donc je dérive cos θ de t prime par rapport au temps. Donc j'ai ici θ prime, donc j'obtiens θ prime t fois cos prime θ. Mais cos prime c'est moins sinus, donc on obtient moins θ prime c'est oméga sinus θ. Voilà, donc j'ai expliqué comment dériver x égale r cos θ. Donc Vx c'est moins oméga r sinus θ. Les détails je les ai donnés ici. Vy c'est la même chose. Donc c'est oméga r, la dérivée du sinus c'est cosinus. Ne regardez pas ce qui est écrit en rouge, c'est à la fin que j'en parlerai. Maintenant, je veux calculer AX, donc je dois dériver Vx. Mais Vx contient deux termes qui dépendent du temps. Oméga dépend du temps et θ dépend du temps. Là, je rappelle que dans notre exemple, par exemple, on trouvait que θ c'est moins quart t au carré plus t fois pi et θ c'est 2t fois pi. Pardon, non, ça c'est un autre exemple. Donc ici, oméga, c'est moins 1/2 de t plus 1 fois pi. Donc même oméga dépend du temps. Donc quand je dérive ici, je dérive oméga d'abord et puis je dérive sinus θ. En dérivant oméga, la dérivée de la vitesse, c'est l'accélération angulaire. Donc moins alpha r sinus θ. Moins, je dérive maintenant sinus θ qui me donne oméga fois cos θ. Avec le premier oméga, ça devient oméga au carré. Donc moins oméga carré r cos θ. Je fais la même chose pour AY. Je dérive VY. La dérivée de oméga me donne alpha, donc alpha r cos θ. Après, la dérivée de cos θ me donne oméga fois sinus θ avec un signe moins. Oméga fois oméga, ça me donne oméga au carré. Donc moins oméga carré r sinus θ. Donc voici les formules générales. Maintenant, je considère le cas particulier où le mouvement est uniforme.
Si le mouvement est uniforme, ça veut dire que l'accélération tangentielle est nulle. Ça veut dire que l'accélération angulaire est nulle. Si alpha est égal à 0, quand je remplace dans AX, alpha égale à 0, le premier terme il saute, il ne reste que moins oméga au carré R cos θ. Donc, AX égale moins oméga carré R cos θ. Mais R cos θ c'est X. Donc je trouve que AX égale moins oméga carré fois X. Je fais la même chose pour AY, alpha égale à 0, le premier terme il saute, il reste moins oméga au carré R sinus θ, mais R sinus θ c'est Y. Donc je trouve AY égale moins oméga carré Y. C'est ce que j'ai écrit en bas. Mais là je l'ai réécrit en rouge. Mais l'équation AX égale moins oméga carré X, ça on l'a déjà vu dans le mouvement sinusoïdal. C'est l'équation du mouvement sinusoïdal. Ça aussi pour AY, c'est l'équation du mouvement sinusoïdal. Donc, les projections du point M sur X et sur Y, lorsque le mouvement est circulaire et uniforme, sont des mouvements sinusoïdaux. Donc, le mouvement se projette en deux mouvements sinusoïdaux sur X et Y. Donc ça, c'est dans le cas particulier du mouvement circulaire uniforme. Mais même dans le cas général, supposons qu'on nous ait donné juste que X est égal à R cos θ, Y égale R sinus θ, sans nous dire que c'est un mouvement circulaire. On peut le démontrer comment? En cherchant la trajectoire. Comment on cherche la trajectoire dans ce cas-là? C'est en additionnant x au carré et y au carré. Si je fais x au carré plus y au carré, donc x au carré c'est r au carré cos carré de θ, y au carré c'est r au carré sinus carré de θ, je mets r au carré en facteur et j'obtiens cos carré de θ plus sinus carré de θ qui est égal à 1. Donc j'obtiens r au carré. Donc j'ai trouvé que x au carré plus y au carré est égal à r au carré. Et ça c'est l'équation d'un cercle. Et là, je démontre que la trajectoire est circulaire. Ceci termine ce cours et la prochaine fois, Inch'Allah, peut-être qu'on verra le mouvement relatif. Voilà. Donc, je m'arrête là et à la prochaine fois, Inch'Allah.